Bonsoir. 4 janvier 1966, 25 novembre 1980, 7 novembre 1982, 4 août 1983, 15 octobre 1987, 31 octobre 2014, 17 septembre 2015, 24 janvier 2022. En 64 ans d'indépendance, le Burkina Faso a connu 8 coups d'État. À quoi doit-on s'attendre avec ce dernier coup de force au pays de Thomas Sankara? Eh bien, l'émission de ce jour est entièrement consacrée, en tout cas dans sa première partie, au Burkina Faso. Pour en parler, nous serons en compagnie du docteur Eddy Guipier. Il est enseignant-chercheur à l'université de Korogo, spécialiste en défense et sécurité internationale. Nous serons également en ligne avec M. Ismaël Ouedraogo, qui est éditorialiste et journaliste en direct de Ouagadougou. Débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Et en toute fin d'émission, nous rejoindra la belle Mélissa Djedje pour Que dit la loi? A tout de suite. Oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de choisir les programmes de Live TV. Ce soir, nous parlons de coup d'État au Burkina Faso, on va dire de coup d'État, en compagnie d'Élisée Bolougbe et de Alain Toussaint. Vous vous faites face. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Merci. C'est Nicolas Pépé. Oui, c'est vrai. Jusqu'à la fin de la CAN, vous appelez. Appelez-le désormais Nicolas Pépé. On verra après le match de demain. Bonsoir, docteur Eddy Guipier. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Ça va Merci très bien. d'être en notre compagnie ce soir. Et puis, Marie-Gisèle Nguessan est avec nous ce soir. Bonsoir, Marie-Gisèle. Bonsoir, Brice. Ben voilà. On vous voit à l'écran, vous êtes majestueuse. Merci beaucoup. Et là encore, vous n'avez pas encore vos lunettes. Et encore. Et encore. Cela dit, voici notre petit débat jingle. Très bien. On nous annonce qu'on va directement pour notre petit débat et celui-là est consacré au Burkina Faso. On l'a vu, 8 coups d'État quand même en 64 ans. Que dire du Burkina Faso, Élisée Bolougbe? Ben, déjà c'est dommage. C'est dommage. On a pensé qu'après, disons, ce qu'on a qualifié de révolution en 2014, qui a vu le départ du pouvoir de Blaise Compaoré, on tournait définitivement la page de tout ce qui est prise de pouvoir par la force ou par autre forme que la forme démocratique. Mais là, on est devant une situation qui nous fait croire définitivement que les vieux démons sont de retour avec ce coup d'État qui a eu lieu au Burkina. Comme nous le disions ici hier sur le plateau, c'est vraiment dommage. Et moi, je dis toujours, quel que soit les griefs qu'on peut bien avoir contre un régime, moi je condamne fermement cette méthode de prise du pouvoir qui pour moi est antidémocratique et qui pour moi est un véritable recul vraiment des fondamentaux de la société. Eddy Guipier, voyait-on venir ce dernier coup d'État? On va dire gros comme un nez sur le visage, eu égard quelque part à la faiblesse du leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui pourtant a été élu et réélu pour ce qui se concerne sa réélection au premier tour. Alors, ceci étant, la multiplication, n'est-ce pas, des revers militaires associés à certaines griefs sociaux ont fait, en tout cas, ont préparé, on va dire, ont fait le lit de cette contestation. Si vous vous rappelez bien, samedi, il y avait une manifestation de grande envergure qui a été étouffée dans l'œuf. Il y avait vraiment beaucoup de récriminations des Burkinabés qui pourtant avaient élu confortablement cet apparatchik de l'ancien parti de Blaise Compaoré, qui a créé aussi son parti, le MPP, et qui était venu au pouvoir dans les conditions que je viens de citer tantôt. Ceci étant, la faiblesse de leadership, au risque de me répéter, est associée au fait qu'ayant été élu pour résorber une crise qu'il n'a pas pu résorber, mais qu'il a amplifiée, on fait le lit de ce putsch. Comment vous avez, Marie-Gisèle Nguessan, comment vous avez reçu cette nouvelle de ce énième coup d'État au Burkina Faso? Oh, j'ai bien aimé l'expression du docteur Guipier que je retrouve avec plaisir sur ce plateau. On l'a vu venir gros comme un œuf
C'est-à-dire un nez nez sur sur le le un visage. nez visage. sur le visage. Et il m'étonne que la CEDEAO ait gardé le silence aussi longtemps jusqu'à la condamnation de ce énième coup d'État parce qu'il était aussi visible qu'un chat blanc dans l'obscurité. Voyez-vous, alors attendre que la chose se fasse pour la condamner, ma foi, voilà, c'est une perte de temps. Voilà tout ça. Oui, Brice. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques semaines en train de décrier ce phénomène de coup d'État qu'on avait constaté en Guinée, au Mali, avec son corollaire de sanctions. Et là, visiblement, les sanctions ne font plus peur. Évidemment, puisque la CEDEAO avait lancé une série de décisions ou de sanctions contre les régimes de la Guinée et du Mali, croyant ainsi dissuader d'autres apprentis putschistes qui voudraient peut-être prendre le pouvoir. Mais effectivement, parce que l'édifice sur lequel tout cela est bâti s'appelle quand même la démocratie. Mais une élection, ce n'est pas forcément la signification de la démocratie. Parce qu'au Mali, on l'a vu. Et au Burkina, on a vu que le président Roch Kaboré, qui a été réélu il y a 2 ans, n'a pas été en mesure à la fois d'assurer la sécurité, ce qui est prévu par la Constitution, ce qui est prévu dans un cadre démocratique. Il n'a pas pu assurer également des meilleures conditions de vie aux populations. Donc, tout cela a fait quand même le lit de ce coup qui est arrivé. Ce que je voulais également dire, c'est qu'il y a une forme de désenchantement aussi des Burkinabés parce que M. Kaboré incarnait quand même une sorte d'espoir. C'est le premier pouvoir civil depuis 1966 parce que le Burkina a une longue tradition de coup d'État, interrompu en 1987 avec la mort ou l'assassinat de Thomas Sankara. Et puis il y a eu donc les années comparées avec une forme de stabilité qui a permis aussi de jauger la vitalité, excusez-moi, démocratique. Hein. C'est vrai, le régime était issu d'élites militaires, mais l'expression démocratique quand même s'est exprimée, si je puis dire, au Burkina. Et puis, donc en 2015, il y a cette révolution qui s'est déroulée, l'élection en 2014 et ensuite l'élection de M. Kaboré, malheureusement, toute cette espérance portée sur sa personne qui s'est évidemment diluée sous les assauts des terroristes et surtout de la pauvreté, parce que le Burkina reste quand même l'un des pays les plus pauvres du monde et c'est un élément de l'équation qu'il faut aussi considérer quand on fait l'analyse. Vous partagez le point de vue? Ben, non, moi j'ai écouté ce qu'ils ont dit. Mais moi, ce que je retiens, c'est vrai, peut-être qu'ils ne justifient pas, ils expliquent que certainement cette situation-là a dû créer, toutes ces situations qu'ils ont évoquées a dû créer le lit de ce coup d'État. Mais moi, j'insiste et je persiste pour dire, pour ma part, que même s'il est vrai qu'aujourd'hui, on estime que le président Kaboré, Roch Marc Christian, n'a pas été à même de juguler la question du terrorisme et que certainement, sur certains problèmes sociaux, il n'a pas forcément eu ce leadership qu'on attendait de lui, mais je reste fondamentalement sur ma position. Pour moi, l'enlever par un coup d'État n'était pas la solution et ne sera pas la solution. Il fallait faire quoi? Demander des élections anticipées, par exemple? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, on le laisse aller à son mandat. Non, le problème, c'est que quand on fait campagne, excuse-moi, il a fait campagne sur la lutte contre le terrorisme. Près de 2000 Burkinabés ont perdu la vie. 1,5 million de personnes qui sont déplacées, des déplacés intérieurs, et il y en a des dizaines de milliers tout au long de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Donc, il y a quand même ce problème-là. Et quand on est gouvernant, parce qu'à un moment donné, il faut aussi demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Mais c'est normal. Il y a le terme du mandat, mais quand il y a une urgence qui conditionne même la survie du Burkina en tant que peuple et en tant qu'État, il faut que ceux qui sont en mesure d'apporter la riposte le fassent. Moi, je ne suis pas là pour défendre les putschistes, mais il y a une réalité. Non, Alain, ce que tu dis, mais en tout cas, je Vous êtes surpris? Non, c'est surréaliste ce qu'Alain est en train de dire. Pour quelqu'un qui a défendu un régime qui a été attaqué par une rébellion et qui a estimé que ce n'était pas normal, aujourd'hui venir dire que parce qu'ils ne sont pas d'accord sur une situation, c'est leur droit de la Non, ce n'est pas du tout. Mais c'est Là, il va répondre. Élysée, quand on débat entre intellectuels, il faut surtout Non, Alain, éviter... non, laisse-moi terminer. Quand on débat... Non, mais vous pouvez pas me dire de débat. Non, mais je vais terminer ma phrase. Mais il a peur de ma phrase. Non, mais je peux pas. Je n'ai pas terminé. Je ne peux pas admettre. Je n'ai pas terminé. Allez-y sans votre phrase. Vous avez à me dire sans faire des invectives. Tous les deux,
non, c'est tous les deux. invective. Non, tous les si. deux. Mais quand vous parlez de grand débat Quand on est oui. en train de débattre entre intellectuels, Terminé. on évite les raccourcis et les extrapolations. D'accord. Expliquez-vous, s'il vous plaît, Alain, tout ça. Il me ramène à 2002. Qu'est-ce que 2002 a à voir avec un changement de régime au Burkina Mais Faso? quand vous dites que quelqu'un n'est pas d'accord, quand on sent que le régime n'a pas été... c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il devait faire? Mais tu as dit qu'est-ce qu'il devait faire? Quand tu me dis qu'est-ce qu'il devait faire, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait qu'on l'arrête? Élisée, je pense que vous êtes totalement à côté du débat. Non, pas du tout. Je ne suis pas à côté du débat. Je disais qu'on a fait On campagne. est en train de s'expliquer en français, Alain. On t'explique en parle français. en Très bien. Alors, je crois qu'on va... Alain, je suis parti Alain, d'un postulat simple. Je pense que vous avez suivi la campagne de M. Kaboré il y a quelques mois, où il a dit qu'il allait mettre fin au terrorisme. Donc il a fait campagne sur une thématique bien précise. Et à cette thématique, il a ajouté la réduction de la pauvreté. Bon, ça c'est le travail de tous les politiciens. Mais face à l'enjeu de sécurité que constitue la menace terroriste, on lui a imposé son bilan, qui est un bilan négatif. Quand il y a quelques semaines, en novembre dernier, des gendarmes subissent de lourdes pertes, je crois environ 50 victimes, etc. Mais cela est apparu comme une agression pour l'ensemble des militaires, pas seulement de l'élite militaire, mais les soldats qui étaient au front, qui se sentaient abandonnés, désœuvrés, qui n'avaient pas les munitions, qui n'avaient même pas des ravitaillements, etc. Et il fallait selon vous... Et donc ceux qui peuvent combattre, parce que ce n'est pas la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas ceux qui sont en costume cravate dans les bureaux, à je ne sais où, à Bamako ou à Ouaga, c'est ceux qui sont sur le terrain. Et ce militaire qui a pris le pouvoir était justement l'un des chefs d'une région militaire du Burkina Faso. Donc ce sont quand même des gens qui peuvent peut-être apporter la réponse qu'il faut à cette situation. Vous aurez l'occasion de réagir sur cette question-là. Et pendant ce temps, on va parler avec notre correspondant, donc M. Ismaël Ouedraogo, éditorialiste, journaliste et directeur d'une chaîne de télé au Burkina. La chaîne de télé s'appelle Burkina Info. Monsieur Ouedraogo, bonsoir, vous êtes en direct sur Live TV. Bonsoir, vous nous entendez? Oui, bonsoir Bitono, bonsoir à votre équipe et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, ce soir, M. Ouedraogo, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le point de la situation à Ouagadougou en ce moment? Disons que c'est une situation relativement calme parce que déjà au moment où l'avènement du coup d'État était en train d'être matérialisé concrètement, les Burkinabés vaquaient tranquillement à leurs occupations. Vous savez que c'est un peuple qui vient de loin, un peuple qui est habitué donc aux luttes, un peuple également qui a tendance à suivre les différents types d'événements. Donc, de façon globale, ce soir, je pourrais dire que c'est le calme plat. Toute la journée d'aujourd'hui, les activités économiques se sont tenues normalement. Il n'y a pas eu un quelconque incident qui a été enregistré. Donc, globalement, on peut dire que le Burkina Faso continue de travailler comme si de rien n'était. Quel est le sentiment aujourd'hui global de la population face à cette situation-là? Alors, on peut juger du sentiment de tous les citoyens sans exception. Il y a naturellement donc des partisans du coup d'État qui ont manifesté au niveau de la place de la nation, qui est la mythique place qui avait connu les événements de 2014 et encore de 2015. 2014 avec notamment l'insurrection qui avait renversé Blaise Compaoré et 2015 avec l'échec du coup d'État de Gilbert Diendéré. Alors, certains donc sont descendus dans les rues ce matin pour manifester donc leur soutien à ces putschistes militaires tout en demandant à ce qu'ils fassent véritablement le travail ici, c'est ce qui mérite de la stabilité, lutter efficacement contre l'insécurité et faire en sorte que les 1,5 million de déplacés internes puissent repartir chez eux et puis faire en sorte aussi qu'on ne puisse plus jamais entendre parler d'insécurité au Burkina Faso. Alors, il y a naturellement des partisans du coup d'État. Il y a aussi ceux-là qui pensent que c'est un recul démocratique parce qu'il y a des partis politiques qui ont donné de la voix aujourd'hui même pour dénoncer ce coup d'État militaire, tout en disant que ce n'est pas par la puissance des armes qu'on règle les problèmes de société dans un pays. Donc, on a des opinions naturellement diversement appréciées de part et d'autre. Ils ont des partisans, ils ont aussi des détracteurs. C'est ainsi aussi que se manifestent généralement les coups d'État de la plupart des pays africains. Très bien. Alain Toussaint, vous avez une question pour... Oui, bonsoir monsieur. Je voulais juste vous demander comment vous expliquez, la discrétion de la population qui, contrairement à une précédente tentative de coup d'État, s'était opposée à cette action militaire. Et cette fois-ci, on n'a quasiment pas vu la foule s'opposer. Bien sûr, il y a eu quelques manifestations de soutien.
comment expliquez-vous l'attitude, notamment des Ouagalais ou de ceux qui sont dans les grandes villes, face à ce changement de pouvoir? Alors, le contexte a beaucoup évolué de 2014, 2015. Les Burkinabés ont observé parce qu'en 2015, quand les gens sont descendus dans les rues, on n'avait pas affaire donc à une insécurité aussi rampante, on n'avait pas affaire à autant de déplacés internes. Le combat s'accentuait autour de la préservation des acquis démocratiques. Ensuite, vous avez vu aussi le ras-le-bol généralisé que la gouvernance Kaboré a généré au niveau des populations. Cela a dû aussi peser un peu dans la balance parce que vous aviez eu en son temps, ou du moins si vous avez suivi l'actualité du Burkina, toutes ces activités qu'on a connues, des organisations de la société civile qui étaient très actives. Ensuite, vous avez des partis politiques qui étaient regroupés avec l'opposition politique et une frange importante des partisans de Compaoré également qui s'étaient ralliés à la cause de l'opposition politique. Aujourd'hui, les choses ne sont pas du tout pareilles. Malheureusement, une fois de plus, on a dû constater que le président Roch Kaboré a eu un parti politique qui l'a amené au pouvoir, mais il n'avait pas véritablement des militants convaincus pour le soutenir dans la gouvernance du pays. C'est vrai que des reproches avaient été formulés. Et le principal reproche qui lui avait été donc naturellement le principal reproche qu'on lui faisait, c'est la question de l'opération main propre, la question de la transparence, la question aussi de faire en sorte que les militaires ne manquent absolument rien du tout dans la lutte contre l'insécurité. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu un certain nombre de facteurs conjugués qui ont prévalu naturellement à l'avènement de ce coup d'État militaire au Burkina Faso. Très bien. Monsieur Ouedraogo, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait des nouvelles autorités burkinabées? Ce fameux MPSR. Qu'on a fait, oui. Que sait-on d'eux? Alors, disons qu'on a fait, donc, pour la plupart, je sais que vous m'entendez bien. Oui. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfaitement, j'espère. D'accord, voilà. Donc, tout ce qui est donc de la chose actuellement, vous avez un lieutenant-colonel qui était le commandant de la 3e région militaire. La 3e région militaire, c'est notamment la région de Kourou-Ouagadougou, qui est avec notamment des unités. Vous avez aussi des jeunes militaires qui étaient au front, qui sont revenus avec notamment des revendications diverses, qui ont donc naturellement conjugué les efforts pour l'aboutissement de ce coup d'État militaire. Alors c'est vrai qu'ils ont fait un discours au cours duquel ils ont naturellement dit qu'ils allaient travailler à un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. On n'a pas encore l'agenda. Ils ont rencontré dans la matinée de ce mardi les secrétaires généraux de différents ministères qui ont la mission de continuer à gérer les affaires courantes. Ils ont encore rencontré aussi la hiérarchie militaire. Mais absolument rien n'a filtré parce que la presse n'a pas été autorisée à filmer ces différentes rencontres. Donc pour le moment, on est au stade de consultation et on attend de voir concrètement ce qui va être fait. Mais je tenais quand même à apporter une précision importante pour votre télévision et aux vous invités. Depuis 1960 à aujourd'hui, l'histoire du Burkina Faso elle est spécifique. Alors, de 1960 à aujourd'hui, aucun président n'a terminé son mandat à la tête du Burkina Faso. Le premier président démocratiquement élu, c'était Maurice Yamégo, qui a été renversé. Et Roch Marc Christian Kaboré est le deuxième président démocratiquement élu, qui a fait également 6 années qui a été renversé. Et ce qu'on a appelé la période de la transition avec le président Michel Kafando de 2015 à 2016. Et en ce moment aussi, on a eu un coup d'État porté par Gilbert Diendéré. Après cela, on a eu qu'une succession de militaires à la tête du Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui. Et justement, vous avez évoqué un nom, Gilbert Diendéré, le général Diendéré. Aujourd'hui, que sait-on de la position du général Diendéré? Avait été annoncé libéré par les mutins. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa situation? Ce sont des informations fausses, c'est ce qu'on appelle les fake news que les uns et les autres diffusent. Nullement, il n'a été libéré, il continue d'être incarcéré au niveau de la maison d'arrêt de correction des armées qu'on appelle la MACAP. Il n'a pas encore fini de répondre devant le tribunal militaire. Vous savez qu'il a été condamné pour le coup d'État septembre 2015 à 2 ans de prison. Il est également inculpé dans le dossier Thomas Sankara. Il y a d'autres dossiers emblématiques aussi dans lesquels son nom est cité. Donc pour le moment, il n'a pas été libéré. Ce sont des informations qui sont fausses. Un autre flou autour d'une situation, celle du président Roch Marc Christian Kaboré. On a annoncé... Les dernières nouvelles que nous avons de lui, c'est qu'il est en bonne santé et qu'il est détenu dans un villa à Ouagadougou.
sous surveillance, absolument rien n'est lié à avec son entourage pour le moment. Il est question d'un certain nombre de personnes qui ont été blessées. Je pense que du reste, vous avez dû voir les images de ces véhicules privés de balles. Ce sont donc son personnel de sécurité qui avait été pris à partie. Mais le chef de l'État, l'ancien chef de l'État lui-même, Roch-Marc Christian Kaboré, aux dernières nouvelles n'a absolument rien. Et direct, les militaires l'ont dit pour la déclaration qui a été rendue publique pour affirmer notamment la prise du pouvoir par la justice. Un dernier mot, M. Ouedraogo, cette fois sur les partis politiques burkinabés, leur réaction, ces partis ont-ils condamné ce coup d'État? Comment ils ont réagi, les partis politiques? Alors, ce sont des réactions au compte-gouttes, parce qu'il y a déjà 4 partis politiques qui ont pris la parole pour condamner officiellement le coup d'État. Pour ce qui est du soutien, les grands partis politiques, aucun pour le moment n'a publiquement soutenu le coup d'État militaire. Vous savez que le Burkina Faso a une histoire très spécifique. Une fois de plus, il va falloir qu'on revienne là-dessus. Vous savez, nous avons une classe politique assez forte qui a une certaine puissance au niveau de l'opinion, mais les uns et les autres observent comme c'est un coup d'État militaire et n'ayant pas encore les tenants et les aboutissants des intentions de ceux qui sont aux affaires, ils ont préféré observer peut-être à la limite, on pourrait le dire, la période de neutralité qui fait en entendant d'avoir donc les indicateurs nécessaires. Donc, pour le moment, il n'y a que quelques partis qui ont condamné publiquement ce coup d'État militaire, mais pour ce qui est de la grande partie des partis qui étaient représentés à la majorité ou au niveau de la représentation nationale, l'Assemblée nationale qui a été directe du Sud, pour le moment, on n'a pas de déclaration officielle à propos notamment de l'appréciation des uns et des autres sur le coup d'État militaire. Ok. Alors, dites-moi, M. Ouedraogo, la CEDEAO, donc notre organisation sous-régionale, a publié un communiqué dans la journée, communiqué dans lequel il condamne vigoureusement ce changement de régime et annonce la tenue d'un sommet spécial consacré à la situation au Burkina. Est-ce que vous avez des craintes? Enfin, d'abord, comment vous accueillez la réaction de la CEDEAO? Et est-ce que vous, en tant que journaliste et spécialiste de ces questions, vous avez quelques appréhensions en rapport avec cette future rencontre des chefs d'État de la CEDEAO? Alors disons que la CEDEAO a condamné le coup d'État par principe, comme on le voit un peu partout dans la solution. Tout ce qui est du peuple burkinabé, vous savez que les Burkinabés ont une histoire très armée avec la CEDEAO en son temps en 2015. Il a fallu la mobilisation populaire parce qu'à l'époque, c'était le président du Sénégal, Macky Sall, qui avait conduit la délégation à Ouagadougou, qui était presque dans une dynamique d'entériner même le coup d'État de Gilbert Gingéré en son temps. Et la Burkina n'avait pas vu cela d'un bon œil. Aujourd'hui, la CEDEAO, sans doute, condamner le Burkina, va certainement donc l'exclure comme il est de coutume des instances. Et puis on verra maintenant ce que cela va donner pour la suite. De toute façon, nous avons eu à recevoir dans notre émission le grand déballage sur les antennes de la télévision Burkina Info, l'ancien vice-président de la commission de la CEDEAO, le Burkinabé Jean de Dieu Somda, qui avait expliqué que la démarche de la CEDEAO consiste tout d'abord à condamner un coup d'État militaire, à renoncer en fait à la participation de ce pays à toutes les instances, quitte à ce qu'on puisse avoir un calendrier de travail, un canevas de discussion au cours duquel on établit actuellement les aboutissants du paiement transitoire. Donc pour le moment, on ne se fait pas d'illusions. Certainement que le sommet va déboucher sur une condamnation de ce coup d'État, l'exclusion du Burkina, en attendant de rencontrer les autorités pour voir éventuellement quel est le calendrier de la transition, quelles sont notamment les actions qui sont entreprises en retour à l'ordre constitutionnel. Nous l'apprenions, hein, les connexions Internet avaient été, momentanément en tout cas, avaient été interrompues. Là, elles sont rétablies. Les frontières sont toujours fermées. La frontière aérienne vient d'être à nouveau ouverte. C'est cela, vous confirmez, M. Ouedraogo? Oui, je comprends, oui. Très bien. Donc, oui, les frontières sont ouvertes, les frontières aériennes sont ouvertes. Pour ce qui est des frontières terrestres, là également, les frontières ne sont pas fermées pour ce qui est des transports de marchandises, pour les produits de première nécessité. Et nous pensons que pour ce qui est de Internet et des réseaux sociaux, tout a été établi depuis hier. Donc, c'est le retour quasi à la normalité. Monsieur Ouedraogo, on vous remercie, on vous remercie pour cette intervention au cours de cette émission. Je rappelle, vous êtes journaliste et directeur général de la télévision Burkina Info. Merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. Merci pour ces différents éclaircissements. Merci et bonne suite d'émission à vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Retour sur le plateau du Live Talk. On a une situation
plutôt précise hein, de ce qui se passe au Burkina Faso. Je vais revenir à vous, docteur Eddy. Aujourd'hui, quand vous regardez cette situation au Burkina Faso, est-ce qu'il y a des vraies raisons d'avoir peur pour le peuple burkinabé? Il y a des raisons d'avoir peur, au risque de répéter ce qu'on vient de dire tous ensemble. Il y a une sorte de malédiction de la classe politique burkinabé. Depuis 1958, avec la prise du pouvoir de façon légale et légitime de Ouezin Coulibaly, aucun chef d'État n'a pu finir son mandat. Alors laissez-moi être un peu long pour les citer, pour essayer d'édifier un peu les téléspectateurs. Nous avons Ouezin Coulibaly, nous avons Maurice Yaméogo, nous avons Sangoulé Lamizana, Sey Zerbo, Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara, Blaise Compaoré, nous avons le lieutenant-colonel Zida, nous avons Diendéré, nous avons Roch-Marc Christian Kaboré et enfin Damiba. Donc vous voyez, quand vous comptez tout ça, c'est un peu tragique de se dire que comment est-ce qu'on n'arrive pas justement à trouver le bon bout pour pouvoir gouverner en toute quiétude. Il y a eu une longue présidence de Blaise Compaoré, un régime qui a été, il faut le signifier, quand même assez autoritaire, mais qui a entraîné ce dont aujourd'hui les Burkinabés ont besoin, à savoir une denrée rare aujourd'hui, la sécurité. Donc d'aucuns aussi pourraient paraître réactionnaires, c'est-à-dire être sensibles à la cause de l'ancien régime. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis moi-même dans l'expectative. Je me dis qu'un coup d'État qui est un échec en soi, parce que depuis cette vieille maxime de Cicéron, que les armes le cèdent à la toge, cédant arma togae, on sait qu'il y a une primauté, n'est-ce pas, du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, et de voir des militaires, fut-il même dans un contexte contrarié par la sécurité, par la question du terrorisme, c'est une régression en elle-même. Laissez-moi faire un petit clin d'œil avec la situation du Mali, qui est gémellaire. Les deux présidences de Roch-Marc Christian Kaboré et de Ibeka, ils ont le même parcours. Paris, ensuite, ils ont vite été responsabilisés, ils ont été premiers ministres, ils ont été présidents de l'Assemblée nationale, ils ont quitté leur parti, ils ont créé leur parti, ils sont devenus présidents démocratiquement. Et aujourd'hui, on voit que la démocratie, entre guillemets, ne marche pas. Donc il y a un souci en l'espèce. Élisée Boulougbo, il est formel là-dessus. Rien, absolument rien, ne devrait justifier un coup d'État. Je dis, absolument rien ne devrait justifier un coup d'État. Mais la preuve, on a fait un long chapelet au chef d'État et d'auteurs de coups d'État. Où ça a apporté le Burkina? Ça a donné quoi au Burkina? Oui, le Burkina, comme le disait Alain tout à l'heure, reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. C'est-à-dire, malgré tous ces coups d'État qui étaient censés, en réalité, apporter la stabilité au pays, mais où nous en sommes aujourd'hui? Mais comment on peut espérer avoir des résultats autres en adoptant les mêmes comportements? Ce n'est pas possible. Ça, c'est même pas imaginable. Moi, je suis bien intéressé de savoir quelles sont les grandes actions que va déjà commencer à poser cette junte militaire-là pour ramener la stabilité au Burkina. Moi, je suis très intéressé et je pense même que c'est ce calendrier que nous tous on attend. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on estime que Kaboré n'a pas fait ce qu'il fallait. Même si on estime qu'un président, et ça je le dis toujours, c'est qu'un président n'a pas fait ce qu'il doit faire ou n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. Il y a des voies démocratiques pour le faire. On n'a pas mis un pistolet sur la tente des Burkinabés pour élire Christian Kaboré. De la même manière, ils sont allés l'élire, de la même manière, ils peuvent demain estimer qu'il n'a pas répondu à leurs attentes. Et puis ils vont le démettre. Ce que disait tout à l'heure, Alain, cette manière de prise, il y avait une forme d'urgence. Est-ce que vous vous prenez en compte cette donne pour dire que les soldats burkinabés se faisaient tuer ou se font tuer régulièrement? Est-ce qu'attendre la fin d'un mandat, c'est ce qu'il voulait dire? Mais moi, je vais juste poser une question de morale. Est-ce que, honnêtement, vous pensez que le président Roch-Marc Christian Kaboré, assis dans sa maison, chaque jour qu'on lui dresse une liste de soldats tués, ça ne lui dit absolument rien? Vous pensez que, honnêtement, objectivement, en tant que président de la République, il est indifférent, totalement indifférent à ça? Peut-être qu'il n'a pas forcément les moyens qu'il faut pour apporter, il est en train de peut-être chercher des logistiques, peut-être qu'il est dans une dynamique de trouver des voies et moyens pour apporter une solution. Ça peut traîner, c'est une réalité. Mais moi, je suis persuadé que on ne peut pas quand même être indifférent. C'est vrai qu'il peut y avoir, comme on le dit, des manquements dans la gestion. Ça arrive un peu partout. Peut-être pas indifférent, mais certaines personnes diraient pas compétent. C'est possible, c'est des possibilités. Mais comme je le disais tout à l'heure, est-ce que Marc Christian Kaboré est tombé du ciel pour être le président du Burkina? Il était élu par des Burkinabés, par la majorité de ceux qui ont voté, qui sont des Burkinabés, qui ont choisi de lui faire confiance. Si aujourd'hui, ceux-là, ils estiment qu'il ne mérite pas d'être là parce qu'il n'est pas compétent, bien qu'il a fait preuve d'incompétence, mais ils ont ce droit-là à eux
de mettre fin à son mandat. Il y a des par la manière mécanismes, démocratique. il y a des mécanismes démocratiques. On en parle. Avec votre permission, on va partir à la pub et on va revenir parce que je sais que c'est une question sur laquelle vous souhaitez réagir. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de nos chroniqueurs. J'ai envie de nous inviter également. Marie-Gisèle Nguessan, merci d'être à nouveau en notre compagnie. Et puis le docteur Eddy Guipier. Alors, juste avant la pause, après la réaction d'Élisée Bolougbe, justement la question de l'urgence d'une intervention face à ce que certains ont qualifié d'incompétence, permettez-moi l'expression, du président Roch-Marc Christian Kaboré, devait faire réagir l'un ou l'autre. Oui, rapidement, tout à l'heure... Je vous rappelle que c'est un débat, je vous rappelle que c'est un débat d'intellectuel. Voilà. Non, tout à l'heure, c'est juste pour le charrier. Ne vous inquiétez pas, c'est un débat intellectuel. Tout à l'heure, Élisée disait que le président Kaboré, je crois ce qu'il a dit, n'est pas insensible à ce qui se passe. N'était pas insensible. Mais la politique n'est pas que affecte. Il y a la réalité du terrain. Je vous apprends quand même qu'avant sa chute, il y a eu un scandale des 5 hélicoptères commandés par le gouvernement et destinés à combattre les djihadistes et hélicoptères qui, in fine, ne marchaient pas. Donc c'est quand même un scandale d'État. Et tout cela a fini par irriter la hiérarchie militaire qui s'est quand même une fois encore sentie abandonnée par les solutions des civils. Mais Donc, allez, moi, la question que j'aimerais vous poser, oui. Aussi irritée que soit la hiérarchie militaire, mais en quoi en arrive-t-on au coup d'État? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de coup d'État salutaire. Il n'y a pas d'urgence qui puisse conduire à un coup d'État. Parce que... Mais il y a aussi des coups d'État par force majeure. Tiens, non, il n'y a pas... Non, et je combats cela. Alors, moi, je retourne au Mali. Le docteur Guipier disait tout à l'heure, ce sont des situations gémellaires. Aujourd'hui, le calendrier que le colonel Assimi Goïta propose, c'est quoi? Il est dû à quoi? Les 5 ans. Il se rend compte que ce n'est pas si facile que ça d'être chef d'État. Donc 18 mois ne suffisent pas pour juguler la crise dans le Sahel. Donc il réclame 5 ans. Alors le président Christian Kaboré, c'est vrai aujourd'hui, peut être frappé d'une supposée incompétence, mais ce n'est pas facile d'être chef d'État. Et comme Élisée le disait tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on n'est pas content qu'on démet un chef d'État. Vous voyez la crise des gilets jaunes en France. Est-ce que cela a donné lieu à un coup d'État? Ce n'était pas loin. Hein? Oui, mais ce n'est pas loin, mais ça ne serait pas arrivé. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est content qu'on démet un chef d'État. Il y a un calendrier constitutionnel. Mais mais surtout le calendrier constitutionnel, mais surtout, est-ce qu'il y a des moyens démocratiques pour pouvoir mettre fin? Oui. Absolument. Alors, je terminerai là-dessus. Les responsabilités sont partagées. Les présidents élus ont leur part de responsabilité, les populations ont leur part de responsabilité et les structures supranationales comme la CEDEAO ont leur part de responsabilité. Quand on élit quelqu'un, il faut lui demander des comptes. Mais lui demander des comptes, ce n'est pas aller faire un coup d'État, ni une rébellion, ni le démettre. Demander des comptes avec des kalachnikovs. Voilà, ce n'est pas possible. Et on parlait la dernière fois de la société civile. Il faut s'organiser pour demander des comptes à ceux qu'on élit. Ils n'ont pas un blanc-seing pour nous diriger. Alors tout à l'heure, quand on parlait de la CEDEAO, il m'étonne que la CEDEAO ait attendu le coup d'État du Burkina était lisible même par les plus mauvais féticheurs de la planète. Il était visible. Alors, où était la CEDEAO? Et pour terminer là-dessus, tous ceux qui ne sont pas contents, comme ces militaires qui font les coups d'État, moi j'aurais aimé que le colonel Assimi Goïta interpelle la CEDEAO, que nos armées interpellent la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on appelle la force en attente de la CEDEAO? Elle attend quoi? Qu'il y ait un coup d'État? Non. Il faut les interpeller pour qu'ils investissent le Sahel pour combattre le terrorisme. Ils attendent quoi? Il faut que les populations, au lieu d'attendre que des militaires ou d'en appeler aux militaires pour démettre les chefs d'État frappés d'incompétence, mais on appelle à la CEDEAO parce qu'on cotise pour ces organisations-là. Et on cotise beaucoup. Il faut les interpeller pour que ces forces en attente, ces Comorgues et consorts, n'est-ce pas, mènent le combat du djihadisme et du terrorisme. Docteur Guipier. Oui, en fait, en tant que politiste, je me pose plus de questions que je n'ai de réponses. Et je suis frustré par cette situation parce qu'on est dans une impasse totale à tous les niveaux. Et je pense que je vais réitérer les propos de Mme Marie-Gisèle sous une autre forme.
on est dans une impasse au niveau de la CEDEAO, l'institution supranationale, qui n'arrive plus à réellement se faire obéir. Et même au niveau de la CEDEAO, il y a un souci. Il y a deux CEDEAO. Il y a la CEDEAO des peuples, une sorte de rue arabe bis, c'est-à-dire une opinion collective, fusionnelle des peuples africains qui est en inadéquation avec les décisions qui sont prises par les leaders, qui peuvent, le cas échéant, même si elles n'émanent pas de la CEDEAO, peuvent apparaître comme étant peu lisibles. Vous avez par exemple le cas de la CEDEAO lors du coup d'État de Diendéré, qui a été compréhensive, alors qu'en 2012, en 2011 en Côte d'Ivoire, en 2012 au Mali, et là plus récemment encore, elle a été répressive. Vous avez aussi les présidents élus. Leur responsabilité est aussi engagée. Nous sommes dans une impasse aussi. Démocratiquement élus à 2 reprises, réélus au premier tour, Roch-Marc Christian Kaboré contre Zéphirine Diabré, qu'il a intégré dans son gouvernement par la suite comme étant ministre de la Réconciliation nationale. Et donc, vous avez cette situation qui est une impasse. Pourquoi? Dernier responsable, les peuples. Moi, j'ai été étonné de voir que c'est Roch qui avait été choisi, mais bon, c'est un peu la question qu'on posait lorsque Thomas Sankara a été assassiné. On se disait, c'est une révolution sans révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une classe politique qui, en fait, émane de l'ancien ODPMT ou du CDP de Blaise Compaoré. Donc, quand vous avez à choisir entre Zéphirine Diabré, Eddie Komboigo et Roch-Marc Christian Kaboré, vous êtes toujours dans le giron de Blaise Compaoré. Et in fine, se pose la question des contre-pouvoirs ou bien peut-être des élections à mi-parcours pour essayer de sanctionner un pouvoir. Il n'y en a pas. Le Parlement ne joue pas son rôle. La plupart du temps, c'est un Parlement croupion qui est l'émanation du parti politique au gouvernemental. Donc, les pouvoirs ne jouent pas réellement leur rôle. Je pense que c'est là-dessus, sur la représentation parlementaire en premier lieu, ou bien, permettez-moi d'être peut-être utopiste en l'espèce, une sorte de référendum populaire pour, par le biais de plusieurs signatures, essayer de questionner ou du moins de contrarier la gouvernance d'un président de la République et peut-être remettre en jeu son mandat par des élections parlementaires au besoin. Sinon, tant que nous sommes dans un face-à-face entre le peuple et les dirigeants élus, en particulier de l'exécutif, qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, on s'expose à ce genre de procès. Et même, docteur, excuse-moi, Alain, je dirais même pas un face-à-face, c'est un jeu intimiste entre politiciens. Je n'en veux pas, tiens. C'est une sorte de tontine, en tout cas. Absolument. Et il y a une responsabilité que je n'ai pas pointée tout à l'heure, c'est celle des intellectuels. Il faut que les intellectuels s'emparent de la politique en Côte d'Ivoire. Pardon, en Afrique. Rassurez-vous, Élysée, je ne parle pas de coup d'État. Non, mais il faut que les intellectuels, n'est-ce pas, s'emparent de la politique. C'est un exercice trop sérieux, trop important pour qu'on le laisse aux seuls politiciens comme un jeu intimiste. Est-ce qu'il faut comprendre que ceux qui font la politique ne sont pas totalement intellectuels par vos propos? Non, je ne dis pas cela. Mais tous ne sont pas dans les représentations politiques. Ils ne sont pas dans les palais présidentiels ni à l'Assemblée nationale. Non, il y a la communauté des intellectuels qui doit s'exprimer par des tribunes, par des agoras, mais il faut nécessairement que les intellectuels fassent irruption dans le débat. Élysée avant docteur Guipi. Oui, moi je voulais juste rebondir un peu sur ce que Gisèle était en train de dire. Effectivement, quand elle parle de la communauté des intellectuels, pas qu'il n'y a pas d'intellectuels dans les partis politiques, mais vous savez, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu comment nos partis politiques fonctionnent la plupart du temps, on se rend tout de suite compte qu'il y a nécessité, il y a un souci même au niveau de la gouvernance et de la gestion même des partis politiques en fait. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les meilleures idées qui s'expriment, mais c'est forcément ceux-là qui, en réalité, ont beaucoup plus d'influence. Idée il y a. Voilà, ceux-là qui ont beaucoup plus d'influence, qui peuvent s'imposer, même si l'idée qu'on est en train de développer n'est pas forcément celle qui arrange toute la population, mais qui va dans le sens de nous arranger, nous. On suit ça comme il se doit. Aujourd'hui, ce qu'elle dit est tellement symptomatique de la société africaine, et même ivoirienne de façon particulière. Vous voyez, très souvent, nous, on s'assoit ici, on essaie d'évoquer, de faire des ébauches de solutions, on essaie d'aborder des thématiques, vraiment des thématiques essentielles pour la République. Des gens s'asseyent dans leur salon, ils vous applaudissent souvent. Souvent, ils vous injurent parce que vous n'allez pas dans leur sens. Mais quand vous leur dites, ou bien ils vous croisent dans la rue, ils vous disent que non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit là. Ça ne m'a pas plu. Je lui dis, bon, ok, moi je te donne l'opportunité de venir le dire devant la nation et d'exprimer ton opinion. Il va te dire, non, je ne vais pas à la télé. Non, moi je ne parle pas. Non, moi je ne vais pas aller devant la caméra. Mais quand toi tu ne vas pas devant la caméra, mais qui va aller devant la caméra pour toi faire le libre de ce qui va t'arranger? Mais il faut qu'arrive à un certain moment, la société civile comprenne que c'est parce qu'elle veut avoir les dirigeants qui sont là, qui sont là.
Si elle ne veut pas, elle a les moyens. C'est en cela que je vois la responsabilité Alors, des intellectuels. Docteur, en quelques secondes, avant Oui, de... alors, encore une fois, ces phrases-là vous sont familières, mais peut-être qu'il y en a une que vous ne connaissez pas, voire même deux, et qui sont à propos pour le Burkina. Vous aviez cette vieille maxime, enfin, elle commence à devenir vieille maintenant, de Barack Obama, qui, fraîchement au pouvoir, avec les liens qu'on lui connaît avec l'Afrique, avait dit une chose. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions solides. Enfin, en fonction des traductions, fortes ou solides. C'est ça. Et qui lui a répondu dans un premier temps? Le président Blaise Compaoré, qui était au pouvoir à cette époque-là. Il lui dit ceci: seuls les hommes forts peuvent animer les institutions solides. Autrement dit, seul un leadership fort, seul un leadership fort, seul un militaire, seul un leader civil charismatique peut animer des institutions solides. Blaise avait-il raison? Et attention, en conclusion, dernière réponse qui est donnée par un intellectuel, un éditorialiste burkinabé dont malheureusement le nom échappe, qui, en prenant référence, ou du moins appui sur Mandela, répond à Blaise Compaoré en disant: l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais de grands hommes. Très bien. On parle de la CEDEAO un tout petit peu, quand même. Alain, vous voulez Oui, rapidement, terminer rapidement sur ce point? sur la question des institutions. Pourquoi en arrive-t-on au coup d'État? C'est-à-dire que quand il y a une impasse, le président qui est au pouvoir, justement, ignore totalement la Constitution, qui lui donne le droit d'appeler le peuple à se prononcer, C'est ça. qui lui donne le droit même de déposer sa démission, Consulter de même le consulter. peuple. Donc, à un moment donné, je veux dire, il ne faut pas être dans le refus total de respecter la Constitution. Une fois encore, on a des institutions que personne respecte. respecter. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'on a beau avoir des hommes forts. Bon, aujourd'hui, au Burkina, il faut des hommes forts pour peut-être demain construire cette... Il faut des grands hommes. Voilà, il faut des grands hommes, hommes. disons des grands hommes. Bon, dans tous les cas, il faudra bien, à un moment donné, que ceux qui sont dans l'action publique, politiciens, civils ou militaires, s'accrochent ou s'arriment à la Constitution, qu'on lise. Et parfois, il y a toutes les solutions. Voilà. Si vous êtes face à la rue qui gronde, à des armées, à des militaires impatients, regardez comment vous pouvez sauver la situation pour éviter un bain de sang. Donc, une démission ou la convocation d'un référendum, etc., pour dire, écoutez, moi, je ne peux plus continuer. Je demande au peuple de se prononcer. Et je pense que cela aurait pu être aussi une bonne porte de sortie. Une CEDEAO forte. Il faut que nos institutions supranationales soient fortes. Très bien. Au niveau Et institutionnel exercent aussi, leur- souvent, je parle en tant qu'enseignant de droit, les constitutions ne permettent pas ceci aussi. Il n'y a pas vraiment... les parlements peuvent être... les représentants parlementaires peuvent être élus sans pour autant que le président de la République puisse dissoudre l'institution parlementaire. Et vous avez tellement d'institutions qui sont rattachées à la présidence de la République qu'il y a une sorte d'hyper-présidentialisation. Et le problème, c'est qu'on s'en rend compte que cette hyper-présidentialisation, en fait, elle est fragile. Elle est fragile par essence, Absolument. puisqu'il n'y a aucune autre institution qui apparaît comme étant contrebalancer. intermédiaire. Allez-y. Voilà. D'accord, moi je voudrais rebondir sur un des sujets qui me semble beaucoup important. Après tout ce qu'on a dit, vous savez, comme le disait Marie-Gisèle ou bien Alain ou même le docteur, on a vu venir un peu ce qui se passe au Burkina. Moi, ça me pose une problématique importante, le dialogue. Moi, je dis honnêtement, ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'il y a des situations qui prévaut ou bien qu'on a l'armée avec soi ou qu'on a un certain pouvoir qu'il faut se fermer au dialogue. Non. Vous avez l'impression que Roch Marc Christian Compaoré était peur de dialogue? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de façon générale. Moi, je veux interpeller en fait le pouvoir public de façon générale. On n'est pas président ou on n'est pas chef d'État comme ça dans le néant. C'est parce qu'il y a une population qu'on est chef Peut-être, d'État. Élisée, qu'il faut institutionnaliser ce dialogue-là, comme le disait moi, Dr je- Guité. oui, c'est-à-dire que quand on voit des prémices déjà... Excusez-moi, Élisée, des ce qu'on fait référendums. aux États-Unis, donc des élections à les mi-mandat. élections à mi-mandat, Voilà. pour interroger le peuple. C'est ce Est-ce que- qu'on va dans la bonne Mais c'est ce que direction? je dis. Donc, arriver à Donc, cette institutionnaliser ce dialogue-là. il va falloir peut-être que cette expérience-là soit aussi tentée sous Absolument. nos tropiques. Parce que il faut fondamentalement qu'on se parle. Parce que quand on finit même de faire ces violences, quand on finit de déposer un finit chef autour d'une d'État et table, autres, on finit après, on dit non, asseyons dialogue national. Voilà. C'est là qu'on se rappelle, alors qu'on a fini de se frictionner, on a fini de créer même souvent même des situations de dommages collatéraux qui n'ont même plus, ce qu'on ne peut plus rattraper, on dit non, il faut s'asseoir autour Donc, d'une table. l'esprit Alors est qu'on dans peut la en loi, amont. puisqu'il Alors, est... justement, cette CEDEAO à géométrie variable que vous avez décrit ici, comment elle va réagir face à la situation au Burkina? Non, je pense que la lecture, excuse-moi, je me permets, je pense que la lecture qu'a fait notre camarade Ouedraogo est une lecture pour moi assez claire.
c'est l'attitude de la CEDEAO. C'est-à-dire ça, c'est normal, elle va condamner. Comme d'ailleurs même le communiqué. Est-ce que la recette malienne va être appliquée au Non, Burkina Faso? bon, je ne pense pas que ce soit appliqué plusieurs parce que déjà pour la recette malienne, il faut déjà qu'on voit une chose. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu cette condamnation formelle qui a été faite comme celle de maintenant. Là où les choses se corsent, c'est quand la junte propose un calendrier que la CEDEAO juge un calendrier vraiment utopique, irréaliste, à la limite même comme entre griffes, un calendrier plaisantin. C'est sur cette base-là qu'on corse maintenant les sanctions. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne le Burkina, n'est pas encore à cette étape-là. C'est vrai que la CEDEAO prend acte de la situation, elle n'est pas d'accord, elle a fait savoir. On va certainement envoyer des émissaires, comme ça se fait toujours pour se rendre au Burkina, essayer de comprendre un peu les enjeux, voir ce qui peut être préservé, parce qu'il faut que le minimum soit préservé déjà. Et puis, bien évidemment, attendre de la jeune de faire des propositions concrètes sur les éventuelles sorties de crise, comme je peux le dire. Maintenant, si on se rend compte qu'on a un calendrier similaire à celui d'Assimi Goïta, peut-être qu'on verra d'autres sanctions qui vont suivre. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense même que c'est la chose, je veux dire, la plus cohérente que la CEDEAO fait. C'est-à-dire condamner les coups d'État. Vraiment, c'est la chose la plus cohérente. Maintenant, pour le reste, il faut qu'elle se réveille. La CEDEAO, post-mortem, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut que la CEDEAO gouverne la sous-région. Il faut gouverner la sous-région comme l'Union européenne gouverne l'Union européenne. Alain, Il n'y a pas 10 hypothèses, hein. Il y en a, on peut en recenser quelques-unes. La première, c'est vraiment essayer de corser les choses encore plus qu'au Mali, parce que quand même, il faut essayer d'endiguer cette plaie purulente, ou du moins ce corona ou ce variant Goïta, comme disaient d'autres, qui se répand en Afrique de l'Ouest, comme par hasard. Je pense qu'il y a un an et demi, est-ce qu'on aurait pensé à ça, hein? J'ai pour coutume de dire que quelques heures avant sa chute, le président Alpha Condé ne pensait pas, n'est-ce pas, qu'il allait passer de l'autre côté. Aujourd'hui, vous le voyez, sorti quasiment par la petite porte de l'histoire, alors que la grande s'ouvrait devant lui. Donc, en fait, premièrement, c'est ça de condamner et d'assortir des sanctions. Le problème, c'est qu'il y a un précédent au Burkina Faso, avec le coup d'État de Diendéré. Donc, et sans compter que les nouveaux, comment dirais-je, dans la nouvelle junte, les nouveaux hommes forts, il y en a, le leader était un ancien membre du RSP, Ambiance. Deuxièmement, ce serait de se dire, bon, on va s'inquiéter un peu du sort de notre ami, de notre camarade, de notre ex-camarade. Hein, comme disait sur les réseaux sociaux, on dit qu'il a quitté le groupe WhatsApp de la CEDEAO. Alors, non, on l'a retiré. Voilà, on l'a retiré, voilà. Donc, de se dire, nous voulons qu'il soit respecté dans sa dignité, son intégrité physique soit préservée, etc., que des soins lui soient apportés et que rapidement, la junte nous donne un calendrier, somme toute assez politiquement acceptable. Mais je pense que c'est ce que les gens acceptent. Je le disais sur un autre plateau, et puis j'ai été un peu attaqué par vos confrères, en disant, mais finalement, je suis choqué, enfin surpris, pas choqué d'une chose, c'est le degré de maturité politique de ces jeunes colonels. Je ne suis pas en train de faire l'apologie. Je suis en train d'expliquer la chose. Le degré de maturité, avez-vous remarqué qu'ils ne sont pas au corps à corps avec les foules? On n'a plus ces jeunes qui aimaient ces discours populaires, populistes devant le peuple, etc., qui gargarisaient un peu une sorte d'Addis Camara bis, etc. Vous voyez qu'ils sont dans leur coin, ils sont dans l'ombre et ils manœuvrent et apparemment, cette institution vénérable qu'est la CEDEAO tombe dans leur piège. Lorsque, je m'explique en quelques secondes, là-dessus parce que lorsque Assimi Goïta parle de 5 ans, c'est une provocation, c'est certain, mais c'est pour tomber sur un mandat de 2 ans, enfin un mandat entre guillemets, une mandature de 2 ans. Donc le modus operandi est connu. Je pense qu'on attend la CEDEAO, en tout cas, elle a le pied, en tout cas, comme un maçon au pied du mur. En tout cas. Très bien. En tout cas, nos bonnes pensées pour tout le peuple du Burkina Faso et pour tous les militaires qui sont tombés au front et qui, malheureusement, par le fait de djihadistes, ces familles-là sont endeuillées. Donc, nos bonnes pensées pour tout le peuple burkinabé. On espère justement qu'il va sortir rapidement de cette situation, de cette impasse-là, comme on a dit sur ce plateau. Merci, messieurs. Je sais que l'analyse requiert encore des réactions. On aurait bien aimé. Mais bon, on va nous s'arrêter ici parce qu'on a juste derrière Mélissa Diodier qu'on retrouve pour notre Que dit la loi. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, hein. Notre numéro donc pour le bouquet Canal+, donc c'est le numéro 6 de la TNT, numéro 206 du bouquet Canal+. Allez, j'y arrive. Juste un jingle pour recevoir Mélissa Diodier.
Bonsoir Mélissa. Bonsoir. On vous retrouve exceptionnellement en fin d'émission ce soir. D'ailleurs, se poser la question, où étiez-vous? Parce que ce soir, on va parler de disparition. C'est cela. Belle introduction, Brice. Je vous en prie. Oui, je me suis dit, en fait, je me posais la question, et puis là, je suis tombée sur Facebook, le fait divers de la dame qui aurait disparu ce week-end et qui avait, son mari avait fait un appel pour essayer de la retrouver. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on pourrait parler de la disparition, de ce que dit la loi sur la disparition. À quel moment la loi parle de disparition, Mélissa? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la disparition, selon la loi, est très différente de ce que nous, on utilise couramment. Donc, par exemple, dans le cas, comme on était mariés la dernière fois, exactement, je vais prendre le même exemple. C'est vrai. Donc, disons que là, on est mariés, on se dispute ou j'en sais rien, pour aucune raison, tu décides d'aller acheter du lait et que tu ne reviens pas. Bah, selon la loi, par exemple, ça, ce n'est pas un cas de disparition. Ah ouais. Parce que pour avoir un cas de disparition, il faut qu'il y ait la notion, en fait, où ta vie a été en péril ou en danger. Donc, dans les circonstances entourant ta disparition. Donc là, on va souvent parler, par exemple, de crash d'avion, un naufrage, je sais pas moi, une explosion, un incendie. Là, en fait, en réalité, on a de forts doutes que la personne est éventuellement morte. Une présomption de kidnapping, par exemple. On arrive chez Alain Toussaint, on ne le retrouve plus, mais on voit son téléphone et ses lunettes. On peut imaginer. Mais pas moi. Et peut-être, bon, j'ajouterais peut-être, il faudrait, je ne sais pas moi, il y a des bris, on retrouve peut-être un peu de sang, tu vois. Donc là, il y a supposition que sa vie a été en péril. Très bien. Donc là, on pourrait parler de disparition. Sinon, on va plutôt parler d'absence. Ah ouais. Donc, par exemple, dans le cas de notre fait divers, de notre dame en question, c'était plutôt un cas d'absence. Parce que le cas d'absence, c'est que la personne ne se pointe pas à son domicile et qu'on n'ait pas de nouvelles. Ok. Mais pendant 48 heures. Bon, après ça, la question de l'absence, on va pouvoir en discuter plus en détail, mais effectivement, après, pour entamer des procédures, admettons, à la police, etc., il y a des délais qui ont été mis en place parce qu'effectivement, la personne peut revenir. Je peux être en voyage, je peux être fâchée et ne pas répondre. Donc, si on se mettait à chercher effectivement toutes les personnes absentes après 2-3 heures, la police aurait quand même fort à faire. Au travail. Voilà. On serait tous policiers peut-être. Exactement. Donc, on va se concentrer sur la disparition. On va sûrement parler de l'absence la semaine prochaine. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui arrive là, quand on est dans un cas de disparition? Donc, il va falloir à un moment donné pouvoir annoncer ou bien que le décès soit prononcé. Donc, pour ça, on va attendre à peu près 1 an. Enfin, pas à peu près, on va attendre 1 an. Et en attendant que le corps, on va quand même chercher le corps si on peut. Si le corps n'est pas retrouvé, on va pouvoir entamer les procédures après 1 an. Wow. Donc, on va demander à ce qu'il y ait un jugement de décès qui soit déclaré. Donc, ça peut être le procureur de la République, ça peut être toute personne intéressée, donc les enfants, le conjoint, toute personne intéressée. Une fois que ça c'est fait, personne me demande qu'est-ce qui arrive si la personne réapparaît. On allait poser la question. Mais ça, lorsqu'elle a disparu, on a... Une fois que le jugement normalement de décès va être prononcé, on va ouvrir, la personne est considérée comme morte aux yeux de la loi. Donc on va ouvrir la succession, on va dissoudre le mariage si cette personne-là est mariée. Donc maintenant, si elle réapparaît, en fait, elle n'existe plus aux yeux de la loi. Ah ouais. Elle n'existe plus. Elle n'a plus de personnalité juridique aux yeux de la loi. Donc il va falloir faire annuler ce jugement de décès. Donc, une fois, la même chose, le procureur de la République, toute personne intéressée, également la personne elle-même. Une fois qu'elle va regagner sa personnalité juridique, par exemple, si elle était mariée, par contre, il y a eu succession, il y a eu dissolution du mariage. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu partage, n'est-ce pas, du patrimoine en question. Donc, la femme ou l'époux survivant, dans ce cas-là, va garder la part qui lui revient. Et l'autre part qui aurait été, par exemple, en cas de dissolution de mariage type, va revenir à la personne disparue qui est maintenant revenue. Sauf que cette part-là, normalement, aura été distribuée aux héritiers. Donc, il va falloir qu'il se retourne maintenant vers ses héritiers pour... Le convaincre. Le convaincre de cela. Donc, on retiendra donc qu'il y a une nuance. On parle d'absence, on parle de disparition. Donc, il y a déjà de l'absence. Et quand l'absence est prolongée, là, on peut aboutir éventuellement avec les indices que vous avez présentés. Là, on parle. Sinon, tout de suite, 2-3 heures après, 2 jours après, un week-end, après, on ne peut pas tout de suite parler de disparition. Alors, d'accord. Juste un mot. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur, par exemple?
C'est pareil. Hein. C'est En fait, pareil? l'absence et puis la disparition, après, il y a les traitements, admettons, que la police, par exemple, va faire, etc., qui vont être très différents. En fonction de l'âge. En fonction des circonstances, en fonction de l'âge et en fonction de différentes choses. Mais selon la loi, une disparition reste une disparition, une absence reste une absence. Ouais. En fait, ça va être surtout dans le traitement en fait, de la suite, comme notamment du décès et de la succession, par exemple, où la notion va être très différente entre les deux. Alors, ce que j'aimerais demander à Mélissa, oui, en fait, au bout de combien de temps est-ce qu'on la force publique commence à rechercher une personne absente ou disparue, peu importe? Ça, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la réponse. Parce que moi, je me suis concentrée sur ce que disait la loi, parce qu'en réalité, la question de quand est-ce que le délai de recherche, etc., revient éventuellement aux forces de l'ordre. Donc, malheureusement, c'est pour cela que j'ai posé la question de l'âge. Parce que quand on parle des nouvelles d'un gamin de 12 ans, 10 ans, etc., je pense que naturellement, bien sûr. Vous n'en avez pas, de disparu hein, ou d'absent. Alors, Brice, dans le cas de Alain Toussaint, doit-on parler de disparition, d'absence, puisqu'il s'appelle Nicolas Pépé depuis 2 jours? C'est ça, j'ai changé d'identité. J'ai changé d'identité. En tout cas, après le match de demain, on en saura plus. On en saura plus. Je n'ai plus rajouter de match, pendant qu'on on parle de foot. Merci Mélissa, merci beaucoup. On parle de foot, là, il y a le match Maroc-Malawi qui s'est soldé donc par la victoire du Maroc 2-1. Oh. Ouais, mais bon. Voilà. En tout cas, le Maroc s'en tire plutôt bien. Voilà. Et nos éléphants, eux, ne sont pas... ils ne sont pas absents. Les éléphants jouent demain à partir de 16h contre les pharaons d'Égypte. J'ai même envie de dire, les éléphants gagnent demain. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Élisée Boulougbe, on vous remercie. Marie-Gisèle Nguessan, Alain Toussaint et Mélissa Djedje qui se joignent à moi pour vous souhaiter donc une bonne fin de programme sur Live TV. Nous on retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre moment d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur le Burkina Faso et sur l'Afrique tout entière. À demain.